Le rêve de Vladimir Poutine d'une Russie plus grande est en train de s'éteindre sur les autoroutes du pays. Le transport routier, pilier central de la logistique nationale, traverse sa crise la plus grave depuis 17 ans. En raison de la crise du carburant, des sanctions et de la hausse des coûts, près de 7000 entreprises de transport sont au bord de la faillite. Quand les camions s'arrêtent, les rayons se vident. Et quand les rayons se vident, la Russie s'arrête. Aujourd'hui, nous révélons comment l'effondrement du réseau routier russe amène la faim sur les tables russes. Nous avions alerté sur la crise du carburant. Aujourd'hui, nous en voyons les effets en cascade. Le média trans.info parle d'un désastre. 7000 entreprises de transport routier sont au bord de la faillite. Il ne s'agit pas simplement d'un échec économique, mais d'une urgence nationale. Dans un pays qui s'étend sur 11 fuseaux horaires, les camions sont synonymes de vie. Les camions acheminent la nourriture vers les villes et les médicaments vers les villages. Pourtant, le secteur du transport routier est étranglé par les sanctions, les pénuries de carburant et un taux d'intérêt de 21%. Et la première victime de cette situation, c'est votre table. Il faut voir la réalité cachée derrière les émissions culinaires de la télévision d'État. Pour comprendre l'ampleur de cette crise, il faut d'abord regarder la géographie. La Russie couvre une superficie immense de 17 millions de kilomètres carrés. Dans un tel territoire, la logistique n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. Le réseau ferroviaire russe est vaste, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ces rails sont réservés à la guerre de Poutine. Les wagons transportent des chars, des munitions et des soldats vers le front. Les trains de marchandises qui acheminaient autrefois la nourriture, les médicaments et les vêtements pour les civils ont été remplacés par des trains militaires. C'est pourquoi les autoroutes étaient devenues la dernière ligne de survie pour la population russe. Les routes reliant Moscou à la Sibérie, des montagnes de l'Oural jusqu'à Vladivostok, constituaient l'unique artère maintenant l'économie civile du pays en vie. Mais aujourd'hui, cette artère est elle aussi bloquée. Pourquoi ? Le média Mesure qualifie la situation de crise la plus profonde depuis 17 ans. Mikhail Jean, président de Leader Trans, affirme que les coûts du carburant, de l'entretien et des salaires ont augmenté de 50%. Derrière cette situation se cache la stratégie ukrainienne. L'Ukraine a ciblé le point faible de la Russie, ses raffineries de pétrole. Depuis le début de l'année 2025, 21 des 38 plus grandes raffineries russes ont été touchées par des drones ukrainiens. Les tours de distillation de sites majeurs comme Syzran, Ryazan et Nijni Novgorod ont été détruites. Résultat, la capacité de raffinage de la Russie a chuté de 17 à 20%. Le pays dispose de pétrole brut, mais manque d'installations pour le transformer en diesel destiné aux camions. À mesure que l'offre diminuait, les prix ont explosé. Le prix du diesel en Russie a atteint des niveaux sans précédent par rapport à la période d'avant-guerre. Le litre est passé de 65 roubles à une fourchette de 85 à 90 roubles. Sur le marché noir, ce chiffre dépasse les 100 roubles. Le réservoir d'un camion contient en moyenne entre 800 et 1000 litres de carburant. Cela signifie qu'un chauffeur doit débourser environ 70 000 à 85 000 roubles en une seule fois pour faire le plein. Pour les entreprises de transport, c'est une condamnation à mort. Les tarifs de fret ont chuté de 33%, tandis que les coûts du carburant ont augmenté de 20%. Les entreprises perdent de l'argent à chaque démarrage du moteur. Mais le problème ne se limite pas au prix élevé. Même lorsque l'argent est disponible, le carburant est introuvable. Le Kremlin a limité les ventes de diesel aux camions civils à 200 litres par véhicule afin de garantir que les chars de l'armée disposent de suffisamment de carburant. Imaginez la carte de la Russie, un territoire réparti sur 11 fuseaux horaires, où la distance entre deux villes peut atteindre des milliers de kilomètres. Pour un poids lourd circulant à -30 degrés Celsius, dont le moteur ne doit jamais s'arrêter, 200 litres signifie un réservoir vide. Avec une telle quantité, on atteint à peine la sortie de Moscou en direction de Saint-Pétersbourg. Un chauffeur a besoin d'au moins 1500 litres de carburant pour aller de Novosibirsk à Moscou. Alors que signifie une limite de 200 litres ? Cela veut dire que le conducteur doit s'arrêter tous les 5 cents à 600 km, attendre des heures dans des files, payer des pots de vin ou acheter du carburant à des prix exorbitants sur le marché noir. Ce qui était autrefois une livraison de 3 jours devient une épreuve de 10 jours. La vitesse logistique chute, les coûts pour les chauffeurs explosent et les véhicules s'usent prématurément. La crise du carburant a été le coup de grâce, mais elle n'est pas la seule cause. Les sanctions occidentales ont frappé de plein fouet la flotte de camions russes. Les pièces détachées pour les camions européens robustes comme Volvo, Scania ou MAN ne sont plus disponibles.
Une simple plaquette de frein ou une pièce moteur se paie désormais une fortune sur le marché noir. La moitié des flottes pourrissent dans les garages en attendant des pièces. Le cannibalisme mécanique a commencé, on démonte un camion pour en faire rouler un autre. Les transporteurs russes se tournent désormais vers des camions chinois comme Citra et Shackman à la place des modèles européens. Mais leurs prix ont doublé par rapport à la période d'avant-guerre. De plus, ces véhicules résistent mal aux conditions hivernales extrêmes de la Russie et tombent fréquemment en panne. À cela s'ajoute une nouvelle taxe, la redevance de recyclage pour les camions neufs atteindra 3 millions de roubles en 2026. C'est une catastrophe totale. Les petites entreprises rendent les camions qu'elles louaient, car elles ne peuvent plus assurer les paiements. Le modèle d'investissement s'est effondré. Transporter des marchandises n'est tout simplement plus rentable. C'est pourquoi les transports s'arrêtent. Et quand les camions cessent de rouler, les prix commencent à grimper. Parlons maintenant du beurre, le symbole le plus absurde de cette crise. Newsweek et le Moscow Times rapportent que les prix du beurre ont bondi de 30 à 50%. Pourquoi? Parce que le coût du transport du lait a doublé, et que l'huile de palme importée est bloquée à la frontière. La situation est devenue si désespérée que, dans des supermarchés de Saint-Pétersbourg et de Moscou, le beurre est désormais enfermé dans des boîtiers de sécurité, habituellement réservés à l'alcool de luxe ou au caviar. À Moscou, 2 hommes ont braqué un supermarché. Leur butin? 25 paquets de beurre. Ils risquent maintenant 10 ans de prison. 10 ans au goulag pour du beurre. Il faut vraiment y réfléchir. Poutine a plongé son peuple dans un tel état de détresse. C'est comme Les Misérables, mais en Russie en 2025. Et pourtant, le beurre reste un luxe comparé à la pomme de terre, aliment de base par excellence, qui devient elle aussi hors de prix. Reuters rapporte une hausse des prix des pommes de terre, frappant de plein fouet les Russes les plus pauvres. La pomme de terre est la nourriture de survie, quand on n'a pas d'argent, on mange des pommes de terre. Mais à cause de la pénurie de chauffeurs et du coût élevé du carburant, transporter les pommes de terre des champs vers les villes est devenu extrêmement coûteux. L'indice du Bortsch, qui mesure le prix d'une simple soupe, augmente plus vite que les salaires. Quand les pauvres ne peuvent même plus se payer des pommes de terre, on ne parle plus seulement d'inflation, on réunit les ingrédients d'une révolte. Et ce phénomène ne se limite pas à Moscou. Dans les régions, la situation est tout aussi grave. À Samara, des habitants partagent des vidéos montrant des rayons totalement vides, pas d'œufs, pas de poulet, pas de légumes. Les autorités locales accusent la météo. Pourtant, même lorsque le temps est favorable, les étagères restent vides. La vérité est que la chaîne logistique régionale s'est effondrée. Les grandes enseignes privilégient Moscou pour satisfaire l'élite, laissant les zones rurales sans approvisionnement. Un épicier de Penza a déclaré à un journaliste « Pas de farine, pas d'espoir ». C'est l'état d'esprit général du pays. La guerre patriotique à la télévision ne remplit pas les estomacs. Alors qu'une crise du carburant et des pièces détachées ravage l'intérieur du pays, un blocus à grande échelle s'installe à l'extérieur. Les postes frontières russes se sont transformés en véritables lacs de métal. L'Union européenne n'a pas seulement fermé ses portes aux camions immatriculés en Russie. Cela les a scellés définitivement. Cela a été le clou dans le cercueil pour des milliers d'entreprises de transport qui possédaient pourtant les flottes de camions les plus modernes et les mieux équipées de Russie, et qui opéraient depuis des années sur les routes européennes. La majorité de ces 7000 entreprises aujourd'hui en faillite étaient de grandes sociétés dont l'activité principale était tournée vers l'Europe et qui n'ont désormais plus aucun débouché. Comment cette fermeture affecte-t-elle la population russe? C'est une question de calcul simple et brutale. Les marchandises en provenance d'Europe ne peuvent plus franchir la frontière directement. Elles passent désormais par des routes de contrebande, parcourant des milliers de kilomètres via la Turquie, le Kazakhstan ou la Géorgie. Résultat, le prix des produits en rayon est multiplié par 3. Lorsque la porte de l'Union européenne s'est fermée, ce ne sont pas seulement les fromages français qui ont disparu. Des médicaments vitaux contre le cancer, de l'insuline et des pièces détachées pour des machines industrielles que la Russie ne peut pas produire ont également été coupés. Un patient à Moscou ne trouve plus son traitement. Une usine à Togliatti arrête sa production parce qu'une machine fabriquée en Allemagne est tombée en panne et ne peut pas être réparée. Quand l'Occident a fermé ses portes, la Russie s'est tournée, impuissante, vers son allié, la Chine. Regardez les postes frontières de Zabaïkalsk et de Blagovestchansk. Ce sont des infrastructures anciennes et inadaptées, conçues pour le petit commerce de valises d'il y a 10 ans. Aujourd'hui pourtant, l'ensemble des importations russes repose sur ces passages étroits.
Le résultat est une paralysie logistique. Le nombre de camions en attente dépasse en moyenne les 500 véhicules. Les délais de transit s'allongent jusqu'à 12 jours, et parfois jusqu'à 20 jours. Les chauffeurs vivent dans leur cabine métallique pendant des semaines, à des températures de 30 degrés C. La Chine a restreint les passages de camions afin de protéger ses propres intérêts économiques. La situation à la frontière kazakh est encore plus grave. Les contrôles ont été renforcés par crainte de sanctions secondaires. On compte un embouteillage de 7500 camions au poste frontière de Machovo. Certains chauffeurs auraient attendu jusqu'à 47 jours. Ce n'est plus du commerce. C'est de la torture logistique. Les usines russes sont à l'arrêt. Les étagères se vident parce que les pièces en provenance de Chine n'arrivent pas. La Pologne et les pays baltes n'ont pas officiellement fermé leurs frontières, mais ils appliquent ce que l'on appelle une « grève du zèle ». Chaque camion, chaque document, chaque palette fait l'objet d'un contrôle minutieux. L'objectif est d'empêcher l'entrée de médicaments et de pièces de machines que la Russie tente de faire passer par la porte arrière depuis l'Europe. Résultat, le temps de passage à la frontière atteint désormais 14 jours. Là encore, ce n'est pas du commerce. C'est de la torture logistique. Comment les autorités réagissent-elles? De manière absurde. Les producteurs laitiers ont imputé la pénurie de beurre à la consommation de glace. Ils ont affirmé que les Russes mangeaient trop de glace et utilisaient toute la crème disponible. C'est du gaslighting à l'échelle nationale. On accuse les consommateurs. On accuse la météo. On accuse l'Occident. Mais jamais la guerre, qui tue des chauffeurs, détruit des raffineries et pousse les entreprises de transport à la faillite. L'effondrement de l'ordre entraîne des scènes étranges. Une chaîne de télévision a diffusé une vidéo montrant un magicien voler des oranges. Cela peut sembler drôle, mais c'est tragique. Lorsque des citoyens ordinaires en viennent à voler des fruits, cela signifie que les fondations sociales sont en train de se fissurer. C'est une crise de disponibilité qui se transforme en crise d'accessibilité. La nourriture existe peut-être encore, mais les gens n'ont plus les moyens de l'acheter, alors ils la volent. Pourquoi les entreprises de transport ne peuvent-elles pas embaucher davantage de chauffeurs? Parce que les chauffeurs sont dans les tranchées. La mobilisation a asséché le vivier de main-d'œuvre. Un chauffeur routier peut aussi devenir un excellent conducteur de char ou un opérateur logistique pour l'armée. L'armée offre des primes d'engagement qu'une entreprise de transport en faillite ne peut pas se permettre. Ainsi, tandis que les camions rouillent dans les dépôts, les hommes qui devraient les conduire meurent à Avdiivka. C'est un suicide démographique. La crise élimine également les petites entreprises. Avec une hausse des coûts de transport de 33%, seules les grandes chaînes de distribution ont les moyens de constituer leur propre flotte. Les petits transporteurs indépendants, colonne vertébrale de la classe moyenne russe, disparaissent. Cette centralisation entraîne moins de concurrence et des prix plus élevés pour tout le monde. C'est une soviétisation du marché. L'histoire se répète parfois comme une rime. Ce que l'on observe aujourd'hui sur les autoroutes russes et dans les marchés rappelle un cauchemar bien connu, l'effondrement de l'Union soviétique. En 1990, ce ne sont pas seulement la démocratie occidentale ou les armes nucléaires qui ont fait tomber l'Empire soviétique. C'est la paralysie de la distribution. Cette année-là, les champs soviétiques ont produit des récoltes records de pommes de terre et de blé. Pourtant, 40% de cette production a pourri sur place. Pourquoi? Parce que les camions étaient en panne, qu'il n'y avait pas de carburant et que la chaîne logistique avait été rompue. Comme à l'époque, le problème de la Russie aujourd'hui n'est pas la production, mais le transport. En consacrant les chemins de fer exclusivement à la machine de guerre au transport des chars et des munitions, Poutine a condamné l'économie civile à dépendre des routes. Et maintenant, avec la faillite de 7000 entreprises, cette artère routière est elle aussi sectionnée, ramenant la Russie à l'hiver sombre de 1991. À l'époque soviétique, les gens montaient dans des trains de nourriture voyageant des campagnes vers Moscou pour tenter de trouver à manger. Aujourd'hui, de Vladivostok à Samara, les citoyens font de nouveau face à des étagères vides. Autrefois, elles l'étaient parce que le système était lourd et inefficace. Aujourd'hui, elles sont vides parce que le système s'est effondré. Poutine a qualifié la chute de l'Union soviétique de plus grande catastrophe géopolitique du siècle. Mais ironiquement, il répète aujourd'hui les mêmes erreurs logistiques qui ont conduit à cette catastrophe, à une échelle encore plus grande. Les empires ne meurent pas sur les champs de bataille, ils meurent dans les files d'attente des supermarchés, lorsque les gens ont faim. Et la Russie a déjà rejoint cette file. Qu'en pensez-vous?
Les pénuries alimentaires provoqueront-elles des manifestations de masse en Russie? Poutine peut-il survivre politiquement si la population a faim? J'aimerais vraiment connaître votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous.